Nouvelle-Calédonie, actualité. Les élus du Congrès ont adopté aujourd'hui un texte qui leur permettrait de sauver Enercal. La structure affiche un déficit de plusieurs milliards. Les explications dans ce journal. Après 11 ans, l'Observatoire du numérique cesse son activité par manque de financement qui va poursuivre ses missions, comme par exemple celle de lutter contre la fracture numérique. On en parle ce soir avec Eric Olivier, ex-coordinateur de l'Observatoire du numérique. Et enfin, au pays, en 2021, un élève sur 3 ne comprend pas la consigne et un élève sur 10 arrête de travailler, selon le syndicat de l'enseignement technique Action Autonome de Nouvelle-Calédonie. Pour éviter le décrochage scolaire, plusieurs dispositifs sont mis en place, comme les maisons familiales et rurales. Kemuel a franchi le pas. Nous l'avons rencontré lors d'un stage dans l'une des boucheries de la province Nord. Mais avant de développer ces titres, au lendemain du débat sur la légalisation de la molécule CBD au Congrès, 16 personnes mises en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants. Le trafic a pu être démantelé depuis un compte Facebook nommé Cartel de Kanaki, où chacun réalisait son petit marché en proposant de l'herbe de cannabis en vente. Les investigations ont permis d'identifier 21 personnes domiciliées principalement dans le Grand Nouméa, 30 grammes d'herbe de cannabis ainsi que la somme de 80 000 francs ont été saisis chez l'administrateur du compte Facebook. Celui-ci ainsi que 2 autres personnes ont confirmé leur implication dans cette affaire. Déférées au parquet de Nouméa aujourd'hui, elles ont été condamnées de 6 à 12 mois de prison avec sursis probatoire et de 50 à 100 000 francs d'amende. L'enquête se poursuit pour les personnes qui n'ont pu être interpellées lors de cette opération. Les Calédoniens pourraient acheter des billets d'avion pour voyager vers les États-Unis via une escale à Fidji. Les élus du Congrès ont adopté ce matin un projet de délibération qui leur permettrait également de négocier des accords de service aérien avec les 2 pays. Parmi les textes examinés également et adoptés par les élus, une recommandation de la Commission de régulation de l'énergie qui abondera les caisses d'Enercal de 1 milliard de nos francs. Les explications d'Océane Dacunia. Cela faisait 3 ans que la Commission de régulation de l'énergie avait formulé cette recommandation. Les élus l'ont enfin voté. La redevance sur les compteurs électriques ainsi que les pénalités sont maintenant fléchées vers Enercal et plus vers les gestionnaires du réseau. Recette annuelle escomptée 1 milliard, un premier pas, mais pas la panacée face au déficit abyssal de 17 milliards de Enercal. Les élus s'accordent sur l'urgence de la situation. Il faut trouver une solution à long terme. Les pistes sont nombreuses et ont alimenté le débat. Faut-il augmenter significativement le prix de l'électricité? Doit-on arrêter les contrats trop profitables pour les fermes photovoltaïques privées? Les élus ont même évoqué l'idée de fusionner Enercal et EEC. En tout cas, le dossier d'Enercal est central puisque la santé de l'entreprise conditionnera ses investissements, des investissements essentiels pour la transition énergétique. C'est une des raisons évoquées par le gouvernement qui a demandé ce matin le retrait du schéma pour la transition énergétique qui sera donc soumis au vote des élus du Congrès dans plusieurs semaines. Voilà, c'était notre journaliste du Sud devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Un collectif du Sud, Manteau Créneau, il regroupe des personnes de l'île des Pins engagées pour la préservation de l'environnement. Le groupe réagit aux récents incidents observés autour de l'usine du Sud. L'organisation indique que ces faits sont la démonstration d'une prise à la légère de la part de l'industriel et d'un manque de transparence. Pour le collectif, l'industriel ne respecte pas ses engagements. C'est pourquoi il souhaite interpeller la population. Je vous propose d'écouter Eugène Vama, membre du collectif. On veut faire un cri d'alarme par rapport à l'accord qui a été signé et par rapport aux résultats et au suivi qu'on en fait aujourd'hui par rapport à cet accord. Quand on regarde un peu le rapport qui a été fait là, il y a 15 jours par l'œil pour justement concernant l'incident qui a eu lieu sur la rivière de la Coué, on se rend compte en fait qu'il manque d'informations justement pour pouvoir donner des résultats ou des bilans justement un peu plus précises, claires et surtout indépendantes vis-à-vis de ce qui se passe autour de l'environnement. Aujourd'hui, la compétence environnementale,
Et c'est une compétence provinciale. Les différentes expertises qui sont prévues, il y en a 7. Les premiers rendus devaient être faits en début d'année, depuis janvier ou février, je ne sais pas la date exacte. Mais là, on arrive à octobre, les premiers rendus n'ont toujours pas été faits. On se sent trahi, en fait, par cet accord, parce que c'est une garantie que nous a promis justement les signataires. Nous, le collectif LDP, nous, on n'est pas signataires de cet accord. C'est important aussi de le rappeler que cet accord il a été signé par la province, par nos représentants politiques, le FLNKS, l'ICAN, l'USUP. Et là, c'est leur responsabilité, en fait, qui est engagée. Voilà des propos recueillis par Audrey Poedi. Passons à votre dossier du jour. L'Observatoire du numérique du pays arrête ses activités par manque de financement. L'association a été dissoute le 31 août. Retour sur les réalisations de la structure avec Duke Menango. 8 Calédoniens sur 10 sont présents sur les réseaux sociaux. 4 sur 10 pratiquent le e-commerce. Au-delà de mieux connaître les pratiques des Calédoniens en matière du numérique, ces données sont indispensables aux entreprises et à la puissance publique pour accompagner le développement du secteur. C'était précisément l'une des missions de l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie que de fournir de telles données et d'être une force de proposition pour contribuer au développement du secteur du numérique. C'est dans ce sens que cette association, créée en 2011, a réalisé le premier baromètre du numérique en Nouvelle-Calédonie. Savoir par exemple comment les gens du pays ont accès aux outils numériques ou quand, pour quels usages et à quel prix. C'est pour répondre à ces questions et affiner les connaissances que le baromètre de 2011 puis celui de 2018 ont été réalisés. Malgré les partenariats avec différentes institutions, publiques, privées, les chambres consulaires ou encore des médias tels que votre chaîne Calédonia, la structure associative a été dissoute le 31 août dernier, faute de moyens. Comme le soulignait récemment Aurélie Zoud-Lebert, l'ancienne présidente de l'autorité de la concurrence, l'Observatoire du numérique est la seule source d'informations sur le secteur des télécommunications, de l'Internet et plus généralement du numérique en Nouvelle-Calédonie. La disparition de cet outil risque de se faire lourdement sentir alors que le pays affiche de grandes ambitions pour le secteur du numérique. Alors pour en parler ce soir, Éric Olivier, ex-coordinateur de l'Observatoire du numérique donc de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors qui va poursuivre les missions qui étaient les vôtres ? Alors, il est important de préciser qu'on a une multitude d'acteurs maintenant impliqués dans le numérique, dont justement le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui était l'impulsion de la création de l'Observatoire, il est important de le souligner, mais également le corpus des professionnels, je pense à l'organisation des professionnels de l'économie numérique, puisque la filière est justement désormais structurée, et donc c'est plutôt effectivement côté pouvoir public et notamment dans les différentes directions du gouvernement, dont la DINUM, la dynamique DINUM désormais, que ces missions pourraient être reprises en grande partie en tout cas. Alors je reviens sur ces missions. Vous êtes intervenu plusieurs fois dans notre émission Ça vous parle, sur la protection des données personnelles par exemple, sur les fake news d'Internet. Alors certains sujets méritent quand même des études indépendantes. Qui va le faire aujourd'hui ? Alors, tout dépendra des acteurs et des secteurs qui seront le plus mobilisés, je dirais. L'observation de la filière peut être faite quasiment par la filière elle-même, puisque sur 200 entreprises en Nouvelle-Calédonie, entreprises privées ou semi-publiques, comme l'OPT, qui a toujours soutenu les démarches de l'Observatoire, on a un corpus qui est maintenant défini. Une centaine à peu près d'adhérents sont dans une grappe d'entreprises. Et donc il est un peu plus facile de recenser la dynamique de la filière et ses évolutions. L'enjeu porte peut-être un peu plus sur les secteurs usagers, comme je l'évoquais, c'est-à-dire que l'Observatoire a touché un nombre assez incroyable finalement, j'ai envie de dire, de secteurs usagers, et désormais c'est à eux de s'emparer de leur thématique numérique, c'est-à-dire mettre des experts numériques d'un côté et des experts sectoriels de l'autre pour pouvoir continuer la démarche de structuration d'une dynamique numérique, je dirais, mais appliquée vraiment au secteur usager. Mais finalement, cet outil était un luxe pour le développement numérique. Alors, il était très important en 2011 de poser une photographie sur quels sont les ingrédients numériques du territoire, j'ai envie de dire. Et puis, désormais, c'est vrai que
ce rôle d'impulsion, j'ai envie de dire, sur la dynamique numérique a été bien rempli par l'Observatoire. Rappelons que l'Observatoire avait été également créé avec l'ACTIC, l'Association calédonienne des technologies de l'information et de la communication, qui elle-même a été dissoute, puisque sa grande mission, finalement, arrivait un petit peu en péremption, non pas dans l'intérêt des réflexions qui étaient conduites, mais peut-être par rapport à son actualité et le fait que, encore une fois, le dispatch de cette culture numérique, la diffusion de cette culture numérique, permettait à tout un chacun de s'emparer un petit peu mieux des sujets. Alors vous l'avez certainement un tout petit peu dit, mais pendant que le numérique est en plein essor, l'Observatoire, lui, s'arrête. Quel est le bilan tiré, vous, de ces années passées à l'Observatoire ? Alors j'ai envie de dire avant tout une incroyable aventure. J'ai eu la chance de partager dès 2014 l'aventure de l'Observatoire qui avait été créée, j'ai envie de dire notamment par deux femmes, et ça, je tiens à le souligner, Paola Logli et Charlotte Ullmann en tant que directrice et Paola Logli, ex-DSI de l'université, en tant que présidente. Donc une aventure incroyable pour ma part, à titre personnel, mais je crois également pour tout l'écosystème, puisque de 2011 à 2015-16 par exemple, l'événement majeur du numérique et de l'innovation en Calédonie était le séminaire de l'Observatoire numérique, à titre d'exemple, ce qui a permis encore une fois d'inscrire la filière dans une dynamique et surtout d'aller travailler, je vais prendre l'exemple des ensembliers, chambres consulaires, organisations patronales, qui eux permettent de mieux diffuser encore une fois à travers les différents secteurs. Donc le nombre d'acteurs à remercier est incroyable, donc je ne peux pas commencer par peur d'avoir des oublis, mais merci à chaque adhérent, à chaque partenaire, à chaque même, j'ai envie de dire, fournisseur de l'Observatoire qui ont fait preuve de souplesse vis-à-vis des difficultés financières éprouvées depuis 2015 quand même. Et puis heureusement, quelque part, les années 2020-2021, aussi difficiles soient-elles, ont permis d'asseoir la prise de conscience autour des enjeux du numérique, encore une fois pour la filière, pour les administrations, pour les ménages en grande partie, mais également pour les secteurs usagers. Alors, quels sont les grands chantiers qui restent à mener pour assurer le développement numérique au pays ? Dans les grandes lignes, on a l'avantage d'avoir désormais un Internet sécurisé. N'oublions pas que c'est quand même la base d'un développement numérique, grâce aux travaux de l'Office des postes et télécommunications notamment. Je pense que, encore une fois, les grands travaux à mener sont dans des axes de réflexion profonds. Je vais prendre l'exemple du logement, qui est en plein chantier en ce moment pour définir le logement océanien d'un côté, comment aménager les habitats sociaux de l'autre côté. Nous l'avions évoqué sur le plateau avec monsieur Benoît Naturel de notre média. Mais c'est vraiment ce type d'enjeux maintenant qui sont non plus à définir, j'ai envie de dire, mais à clairement orienté en termes de pistes d'action convenues entre professionnels des secteurs et entre experts du numérique. Le numérique ne peut pas tout faire, le numérique ne doit pas tout faire, il ne faut pas oublier le lien humain. On est quand même sur un territoire où je crois que l'approche humaine mérite amplement d'être préservée pleinement, et du coup ça demande aussi un gros travail de médiation pour, j'ai envie de dire, terminer, de finir autant que faire se peut la notion de fracture numérique qui est encore persistante pour des questions de moyens, mais des moyens peut-être financiers d'un côté et surtout des moyens d'information et d'accompagnement de l'autre. Je souligne le travail fait par la DEF, par la direction notamment de l'emploi et de la formation, sur la création du diplôme, du référentiel du diplôme de médiateur numérique, qui sera par exemple une des thématiques abordées lors de la fête du numérique du Mont d'Or fin octobre. En tout cas, pour terminer, le site est toujours visible et les données seront sauvegardées par le gouvernement, c'est bien ça ? Tout à fait. Le site Observatoire sera maintenu pendant à peu près une année et les données et les études reversées progressivement, notamment vers la plateforme Open Data du gouvernement. Open Data qui avait été ouvert, à titre d'exemple, de manière précoce par l'Observatoire en 2012, mais qui est en plein essor à date. Et c'est également un énorme chantier qui peut bénéficier très favorablement à l'innovation sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Éric Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. En Nouvelle-Calédonie, en 2021, un élève sur 3 ne comprend pas la consigne et un élève sur 10 arrête de travailler selon le syndicat de l'enseignement technique Action Autonome de Nouvelle-Calédonie. Pour éviter le décrochage scolaire, plusieurs dispositifs relais ou alternatifs sont proposés aux enfants, notamment les maisons familiales et rurales. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Kemuel. Originaire de Ouaté, il a su se découvrir et s'épanouir grâce à ce dispositif. On le retrouve lors de son stage dans l'une des boucheries de la province Nord. Un reportage d'Océane Zobler. Depuis plusieurs mois, Kemuel est en stage dans cette boucherie de Pointe-Boute. Il sait ce qu'il a à faire et être avec les plus grands ne lui fait pas peur.
épaules de cochon. Que je trouve les os. Après, je désosse. Je fais ça, des fois, je fais des autres trucs. Et la viande panée, l'escalope. Puis voilà, la caisse. Enfin, pas la caisse, je sers les gens. Puis voilà. Aux gens. Vous voulez une langue, puis pied de veau. Combien de pieds? Au début, il était un peu joueur et puis du fait de travailler, ça lui a permis de se canaliser. Et il n'a pas peur, il est ouvert d'esprit. Pour son âge, il sort vraiment du lot. Le responsable nous a confié avoir une place pour Kemuel s'il souhaite continuer pour devenir apprenti boucher. Pour sa maman, c'est une grande satisfaction. Kemuel, depuis qu'il est à la MFR, il a changé. Il a fait des efforts, beaucoup d'efforts même. Et je suis contente aussi pour lui. Il s'implique dedans et il est toujours là, prêt à retourner à l'école. En dehors de ses stages au sein de la MFR, Kemuel participe à des activités qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire, comme la boxe. On essaye de mettre aussi des activités à l'extérieur ou des activités pédagogiques en lien avec les enseignements ou des activités diverses. Kemuel, il est là avec nous depuis le début de l'année. On a vu qu'il a gagné en maturité, qu'il a gagné en autonomie et quand on lui parle de responsabilité, il sait de quoi on parle. Ce jour-là, le professeur de la Fédération calédonienne de boxe a fait le déplacement. Des activités qui participent à leur apprentissage et au développement personnel. C'est auprès du collège de Koné, son établissement d'origine, que Kemuel passera son certificat de formation générale en fin d'année. Le jeune homme hésite encore mais souhaiterait intégrer un CAP boucherie. Il se renseigne également sur une formation dans la restauration. On va rester dans l'enseignement, mais cette fois-ci aux îles Loyauté. Enseigné depuis 2017 en seconde au lycée Blaise Pascal, l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak fait son bout de chemin dans cet établissement privé. Depuis sa mise en place, une vingtaine de professeurs ont suivi des formations dispensées par le docteur Waminia spécialisé en ethno-mathématiques. Parti d'une initiative personnelle, 7 d'entre eux se sont rendus samedi dernier à Lifou. Un reportage d'Henri Naïlolo. On a la contrainte examen. La contrainte examen, c'est le grand oral, avec l'élaboration des élèves sur 2 problématiques. Donc nous, notre boulot, ça a été de les aider à comment formuler une problématique. Et à travers cette consigne-là, vos problématiques doivent concerner les éléments de la culture kanak. Kotenkaz conduit cette petite délégation du lycée Blaise Pascal venue découvrir, échanger, partager les outils pédagogiques mis en place dans leur lycée. C'est au vu des résultats obtenus grâce à cette approche multidimensionnelle initiée par le docteur Richard Waminia qu'ils ont tenu à rencontrer leurs collègues de l'IFU. On s'est rendu compte que les productions élèves sont à la hauteur des résultats et des attendus de cette approche. Et nous pensons que cette approche est complètement adaptée, surtout l'approche multidimensionnelle et l'approche culturelle, pour justement la réussite des enfants. On essaye ici de présenter justement les travaux que l'on fait là-bas pour montrer que l'approche qui est faite en cycle 1, cycle 2 et cycle 3 ici peut amener justement jusqu'au lycée. Et donc asseoir une base complètement réelle par rapport à la culture et ensuite peut-être des études post-bac. Cette démarche soutenue dans une thèse développée en 2011 par Richard Waminia prend en compte les fondamentaux de la philosophie de la culture kanak et tend à aider l'enseignant et l'élève à se mettre dans une posture de chercheur. C'est-à-dire que l'élève, comme l'enseignant, il doit construire son outil pour pouvoir construire son savoir. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'il va y avoir une certaine liberté pédagogique. Ça veut dire que l'enseignant, lorsqu'il a compris vraiment le sens même de cette approche, ça lui permet de trouver différents types d'approches ou d'outils qu'il peut utiliser, et en ayant cette liberté de choisir ses outils en fonction de ses élèves qu'il a dans la classe. Mais je peux aussi préciser que ici c'est la culture kanak, mais ça peut toucher aussi toutes les cultures du pays. Une démarche encourageante pour le centre de recherche Neroudia à Lifou, qui voit son approche de plus en plus prise en compte dans l'enseignement du second degré.
Voilà, et pour refermer ce journal, Calédonia vous propose cette recette, le pépésan. C'est un dessert très connu des Javanais. Il est fait à base de manioc. Nous avons suivi nos vieux, Sarimène et Katsini, des habitants de la commune de Touo. Ils nous partagent cette recette. Voilà, je râpe le manioc. Parce que ça, je râpe le manioc, je râpe le coco avec. Moi, je prépare les feuilles de banane, je râpe le coco, le manioc. Ça, c'est voilà, avec le coco et le caramel. Et après ça va dans le mental, ça fait les pépésan avec ça. Ça donne un bon goût, c'est le... Mais pour le coco, il rentre mélangé avec le manioc pour envelopper dans les feuilles de banane. On va faire cuire, ouais. Ça va pas couler contre les feuilles. Ça va bien machiner. Si on ne met pas de coco, ça colle. Parce que c'est l'huile c'est le coco, il ne fait pas couler, c'est une sorte de l'huile. Voilà. Ben là, Mémé est en train de prendre le manioc râpé, là. Il met bien machiné. Après, il va mettre le caramel, puis il va rouler. Voilà. Tu vois? Comme ça. Après, il fait bien le... Il roule bien, tu vois, pour être bien mélangé. Après, il va combien de... Voilà, une fois, deux fois, voilà. Voilà, il est pris, après il dame un peu pour... Tous les chacun le conseil des amandés de tous les enfants. Ça c'est plus là, il y a toujours la recette. Ça c'est cuit à la vapeur. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.